L'Union européenne estime que jusqu'à un tiers des votes en faveur du sortant Hamid Karzai sont suspects. José Manuel Barroso vient d'être reconduit pour 5 ans à la présidence de la Commission européenne. Il obtient une large majorité, un succès personnel qui devrait lui conférer une solide assise politique. Enfin, l'écurie Renault ne contestera pas les accusations de la FIA dans l'affaire de la tricherie au Grand Prix de Singapour en 2008. Le manager Flavio Briatore ainsi que le directeur technique Pat Simons s'en vont. On va débuter ce journal en Afghanistan où l'on va tout de suite retrouver notre correspondante à Kaboul, Claire Billet. Alors Claire, on s'attendait à une annonce des résultats du scrutin présidentiel du 20 août dernier aujourd'hui. Cette annonce pourrait être retardée, mais que peut-elle valoir cette annonce quand on sait que 10% des votes vont faire l'objet d'un recomptage en raison de suspicion de fraude ? Eh bien, cette annonce a évidemment une valeur très limitée, puisque ça donne le chiffre. En fait, la commission électorale afghane va parler des bulletins qui ont été dépouillés, va dire que tant de pourcents va pour Hamid Karzai, là on en est à quelques 54%, tant va aller pour Abdullah, son principal opposant. Le problème, c'est qu'elle ne prend pas en compte les chiffres qui ont été donnés par la commission des plaintes afghanes, qui est un organe très différent, qui est soutenu par les Nations Unies, un organe qui a déjà prouvé qu'il y avait eu des fraudes, qui a demandé des recomptes qui demande des recomptes dans quelques 10% des bureaux de vote. Donc finalement, cette annonce, on l'attend, mais elle n'a pas grande valeur. On attend surtout le résultat des enquêtes qui peuvent prendre plusieurs semaines. Alors, les observateurs de l'Union européenne sont, pour leur part, beaucoup plus sévères que la commission des plaintes. Ils estiment que jusqu'à un tiers des suffrages en faveur du candidat sortant Hamid Karzai lors de ce scrutin, donc du 20 août dernier, sont suspects et qu'ils doivent être vérifiés. Quel est le poids de cette déclaration ? Eh bien, cette déclaration a énormément de poids. Ça veut dire que l'Union européenne refuse finalement, et c'est ce qu'elle dit, d'être complice de fraude dans ces élections afghanes. Le président Hamid Karzai vient d'ailleurs tout juste de réagir à cette déclaration. Il accuse les observateurs européens d'être irresponsable, et en fait c'est la première fois que des observateurs indépendants ou des organisations indépendantes déclarent qu'il y a eu tant de votes qui pourraient être frauduleux, en précisant pour quel candidat ces votes allaient. Donc effectivement les observateurs européens disent qu'il y a eu 1 100 000 votes pour Hamid Karzai qui pourrait être frauduleux, contre quelques 300 000 pour son principal rival, Dr Abdullah. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment la commission électorale afghane va pouvoir recompter ces chiffres, combien de temps ça va prendre et quels résultats vont sortir de ces enquêtes, puisque si ces fraudes sont confirmées, ça signifie que Hamid Karzai risque de passer en dessous des 50%, ça signifie qu'il risque d'y avoir un second tour à des élections, un second tour qui va être très très compliqué à organiser. Merci Claire pour toutes ces indications en direct de Kaboul. Le Parlement japonais a investi Yukio Hatoyama au poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans la journée. Il va devoir rapidement s'attaquer au problème d'une économie en récession et d'une population vieillissante. Instant solennel, cette révérence est historique pour le Japon. Pour la première fois depuis près de 50 ans, les portes du Sénat s'ouvrent à une majorité de centre-gauche. La fin d'un règne quasi continu du Parti libéral-démocrate de droite. Les nouveaux députés du PDJ sont là pour voter et nommer le chef de leur formation, Yukio Hatoyama, à la tête de la deuxième économie mondiale. Au vu des résultats du vote, j'annonce solennellement que cette Chambre a nommé M. Yukio Hatoyama Premier ministre. Tonnerre d'applaudissements, Hatoyama investi Premier ministre par 327 voix sur 480 députés. À 62 ans, il est l'héritier d'une grande dynastie politique, mais ce descendant d'un ancien chef du gouvernement a tout approuvé. Je ressens à la fois la grande excitation d'être à l'aube d'un changement historique et une lourde responsabilité, car il faut maintenant initier ce changement. C'est un long combat qui commence. Porté au pouvoir dans un contexte de crise économique, les attentes sont grandes. Hatoyama s'installe dans son fauteuil de Premier ministre après avoir promis un virage à gauche, une politique plus sociale en faveur des familles, des chômeurs et des retraités.
Au Nigeria, le MEN, le principal groupe armé actif dans le sud pétrolifère, a annoncé la prolongation de son cessez-le-feu. C'est un pas de plus vers la pacification du delta du Niger où les installations pétrolières sont régulièrement attaquées. Les rebelles du MEND, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, jouent l'apaisement. Ils ont décidé de prolonger leur cessez-le-feu. Dans un communiqué, le groupe appelle le gouvernement nigérian à profiter de la prolongation de la trêve pour faire ce qui est juste, c'est-à-dire ne plus équiper l'armée. De son côté, le gouvernement est confiant sur son programme de réinsertion des rebelles. Le président Oumarou Yar'Adua a offert fin juin l'amnistie à tous les militants du sud pétrolifère qui déposeraient les armes. Les consultations que nous avons eues ont été très fructueuses. Les militants du delta du Niger que nous avons rencontrés sont à 100% pour le programme d'amnistie. Ils ont aussi fait quelques requêtes au président. Le MEN réclame le retrait des soldats de la région du delta du Niger. Certains leaders armés font preuve de réserve face à l'amnistie et affirment qu'ils vont continuer à se battre. Mais pour le gouvernement, le programme a déjà remporté un franc succès. Pour l'instant, près de 6000 militants se sont présentés pour le programme d'amnistie. Depuis son apparition en 2006, le groupe rebelle a multiplié les sabotages et les attaques contre les installations pétrolières du delta du Niger. Objectif, obtenir une plus juste répartition des revenus pétroliers en faveur des plus pauvres. L'écurie de Formule 1, Renault, ne contestera pas les récentes allégations de la FIA concernant le Grand Prix de Singapour en 2008. L'écurie est soupçonnée, je vous le rappelle, d'avoir demandé au Brésilien Nelson Piquet Jr. de projeter volontairement sa monospace sur un mur afin de favoriser la victoire de son coéquipier Fernando Alonso. Le directeur général historique de Renault, Flavio Briatore, et son directeur exécutif de l'ingénierie, Pat Simons, ont quitté l'écurie. Le président de la Commission européenne voit son mandat prolongé pour 5 ans par le Parlement européen. Un vote a eu lieu aujourd'hui à Strasbourg. José Manuel Barroso était réélu avec 382 voix. C'est plus que la majorité absolue qui s'établissait à 369 voix. Je vous propose de l'écouter à l'issue de ce vote. En tant que président de la Commission, mon parti sera l'Europe. Et j'appelle tous ceux qui veulent monter à bord pour ce voyage excitant qu'est la construction de l'Europe à me rejoindre. Car nous avons besoin d'un consensus pour une Europe unie. Alors avec nous en direct de Strasbourg, le chef du groupe socialiste Martin Schulz, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez critiqué avec beaucoup de virulence José Manuel Barroso durant ces derniers mois. Finalement, vous avez appelé votre groupe à l'abstention lors du vote. Pourquoi ne pas avoir appelé à voter contre ? Parce que la situation pour mon groupe, je dois le dire ouvertement, n'est pas très facile. Il y a quelques mois, 7 premiers ministres socialistes qui, au Conseil européen, au Conseil des chefs d'État et des gouvernements, ont donné leur confiance à M. Barroso. Et il y avait des collègues de mon groupe qui étaient prêts et qui ont, semble-t-il, voté pour lui. Est-ce que dans cette consigne, on ne doit quand même pas avoir une certaine forme d'opportunisme ? On sait que votre groupe vise quelques postes clés au sein de la Commission. Est-ce que finalement cette abstention a fait l'objet d'un marchandage ? Je ne comprends pas du tout comment on peut avoir cette interprétation soit on ne connaît pas le fonctionnement de l'Europe. Le fonctionnement de l'Europe, c'est que les commissaires, ça veut dire les membres du collège qu'on va créer ici, ne sont pas proposés par moi et mon groupe. Ce sont des propositions des gouvernements nationaux. Pour les Français qui voient, qui écoutent, c'est très facile, c'est Sarkozy qui va proposer le commissaire français, pas Martin Schulz. Martin Schulz, le commissaire en France, sera certainement un socialiste. Alors, pourquoi marchandage ? Au contraire, nous essayerons que pendant les processus qui commencent aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, dans le cadre de la création de la commission, d'influencer le plus que cette commission aura un autre comportement, une autre direction comme la précédente, plus sociale,
est plus critique à ce sauvage néolibéralisme qui demeure jusqu'au moment dans la commission de M. Barroso, alors pas de marchandage, c'est l'essai d'influencer que A, les États membres proposent un maximum des gens responsables et pas néolibéral, et B, que nous, avec nos votes ici, nos voix ici au Parlement,